Le tribunal a ordonné la libération du journaliste canadien Mohamed Fahmy en échange d'une caution de 250 000 livres égyptiennes, soit environ 29 000 €, tandis que son collègue égyptien Baher Mohamed a été remis en liberté simplement. Cette décision intervient près de 2 semaines après l'expulsion de l'Australien Peter Grest. Ce journaliste de la chaîne qatari avait été condamné avec ses 2 confrères, mais a quitté le pays le 1er février en vertu d'un décret présidentiel. Grâce à Dieu, cette fois j'ai pu assister à l'audience et il a été libéré. Nous allons... Au sommaire de ce journal, la paralysie de l'administration togolaise, à l'origine une grève de la synergie des travailleurs du Togo. La liberté de presse est en régression dans le monde, c'est ce qui ressort du rapport 2014 de Reporters sans frontières. Enfin, une explosion sur une plateforme de Petrobras a fait 3 morts au large des côtes d'Espírito Santo au Brésil. Ravi de vous retrouver pour cette session de l'information. En Centrafrique, 7 éléments de la Séléka ont été tués et au moins 20 arrêtés lors de combats qui les ont opposés aux forces internationales à Bria, dans le centre-est du pays. Mardi dernier, la force onusienne, épaulée par des militaires français de l'opération Sangaris, avait expulsé les ex-Séléka des édifices publics qu'ils occupaient depuis des mois dans le pays. Cette opération visait notamment à mettre fin à l'existence d'une administration parallèle, mais aussi à permettre la tenue des consultations populaires à Bria. Au Togo, la centrale syndicale dénommée Synergie des travailleurs du Togo a mis à exécution sa menace de grève de 112 heures sur toute l'étendue du territoire national. Depuis ce matin donc, l'administration publique est carrément paralysée dans le pays. Le mobile de ce mouvement de mécontentement à travers ce reportage. Protester contre les injures du Premier ministre togolais, injures à l'endroit de son administration. Demander le redressement de la grille salariale, dénoncer les intimidations proférées par certains inspecteurs à l'endroit des enseignants de l'enseignement primaire et secondaire. Ce sont là les 3 raisons phares qui fondent ce mouvement de débrayage. 112 heures de grève sèche non négociable. Le mouvement déclenché par la STT, la synergie des travailleurs du Togo, n'épargne pratiquement aucun secteur de la fonction publique. Seul le secteur de la santé bénéficient d'un service minimum. Les hôpitaux périphériques du quartier, les centres médico-sociaux et autres sont systématiquement fermés. Dire que les revendications des travailleurs remontent à plusieurs années, l'opinion publique peine à comprendre que les négociations en soient toujours au point mort. Là-dessus, la STT durcit le ton et déclare n'être plus prête à prendre part à aucune autre discussion sans satisfaction des revendications. Alors que la grève de 112 heures a pris corps, 6 autres organisations syndicales des travailleurs ont déposé sur la table du gouvernement togolais un autre préavis de grève, cette fois-ci de 48 heures. Les 6 organisations appellent à la satisfaction, entre autres, des points relatifs au redressement de la grille salariale, à la signature du décret d'application du nouveau statut général de la fonction publique.
Au Nigeria, le président Goodluck Jonathan assure n'avoir pas été consulté sur le report des élections de 6 semaines annoncées par l'INEC. La déclaration a été faite à la télévision nationale. Les précisions dans ce reportage. Les élections étaient prévues pour le 14 février au Nigeria. Mais le 7 dernier, à 7 jours du vote, l'INEC, la Commission électorale nationale indépendante, a annoncé le report des scrutins en précisant donner ainsi suite à une demande de l'Agence nationale de la sécurité. Les élections des gouverneurs et assemblées des États ont été également décalées de 6 semaines, donc au 11 avril. La raison officielle du report, invoquée par l'INEC, est l'indisponibilité de forces de défense pour sécuriser le vote s'il était maintenu au 14 février, vu qu'elles sont mobilisées contre le groupe islamiste armé Boko Haram. Le chef de l'État nigérien a hier, au cours d'une sortie télévisée, rejeté toute implication de sa personne dans ce report. Pourtant, l'opposition est convaincue, ainsi que plusieurs analystes, que l'administration de Goodluck Jonathan a favorisé le report des scrutins afin d'avoir le temps de donner un coup de fouet à la campagne du président sortant, candidat du Parti démocratique populaire. Buhari, le principal adversaire, a estimé que l'INEC avait cédé à la pression du pouvoir et que son indépendance s'en retrouvait gravement compromise. L'ajournement a aussi été critiqué par des organisations de la société civile et des pays occidentaux, dont les États-Unis. Près de 69 millions de Nigérians sur une population de 173 millions d'habitants sont attendus aux urnes. Le Niger appelle à la mobilisation générale contre le groupe islamiste Boko Haram, un groupe qui aurait déjà infiltré les villes et villages du sud-est du pays. À juste titre, beaucoup de personnes craignent les représailles de ces extrémistes, surtout que le Parlement nigérien a voté en faveur d'une attaque contre eux. Après un vote du Parlement à l'unanimité, les troupes du Niger vont passer à l'offensive contre Boko Haram hors de leur territoire. Et pour le président Issoufou, cette bataille ne finira qu'avec une éradication totale du groupe extrémiste nigérian. Moi je dis que Boko Haram n'a pas d'avenir. Nous vaincrons, Inch'Allah, Boko Haram. Boko Haram n'a aucun avenir dans notre sous-région. Plus de 1300 km à l'est, à la frontière avec le Nigeria, le Niger s'est déjà fait attaquer. Mais pour les habitants de Niamey, la capitale, la décision de partir à l'offensive est reçue de façon mitigée. Ça doit se faire tôt. Voilà, parce que c'est vraiment important pour nous de pouvoir protéger, n'est-ce pas, la nation nigérienne ici. Voilà, donc c'est une bonne décision. Et peut-être en envoyant nos militaires là-bas, les Boko Haram, ils vont avoir vraiment, ils vont solliciter beaucoup venir au Niger pour faire des choses qui ne sont pas normales. Pour moi, vraiment, je ne trouve pas ça bon. Environ 3000 soldats du Niger et des milliers d'autres du Tchad sont déjà positionnés le long de la frontière. Mais certains craignent que l'ennemi ne se trouve pas uniquement côté Nigeria. Boko Haram aurait déjà séduit les jeunes chômeurs du sud-est du Niger. Le leader de Boko Haram, Aboubakar Shekau, a promis de battre toute armée qui se tiendrait face à lui. Le Niger doit maintenant transformer ses paroles en actes sur le terrain. Au Burundi, le silence du président Nkurunziza par rapport à sa probable candidature pour briguer un 3e mandat devient intenable pour la société civile. Ses membres réunis au sein du collectif Campagne citoyenne Halte au 3e mandat invitent les populations à plus de vigilance et demandent par la même occasion au chef de l'État de renoncer publiquement à un 3e mandat. Campagne citoyenne Halte au 3e mandat. Ce collectif, riche de ses 304 associations de la société civile, farouchement opposé à un éventuel 3e mandat du président burundais, poursuit sa veille citoyenne. Il y a environ 2 semaines, le collectif a adressé une discrète lettre au chef de l'État, lui enjoignant de s'abstenir de briguer un 3e mandat. Faute de réponse, il revient à la charge, invitant cette fois le chef de l'État à rompre le silence et annoncer publiquement son renoncement à un 3e mandat. En mai prochain, soit dans 3 mois, le Burundi tiendra des élections communales et législatives suivies en juin de la présidentielle. Des scrutins qualifiés de cruciaux pour l'avenir du pays, sortis en 2006 de 13 ans de guerre civile ayant ruiné son économie.
s'appuyant sur un article pour le moins ambigu de la Constitution qui, selon son camp, lui permet de se représenter en juin, le président Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, n'a jamais fait mystère de son intention de briguer un 3e mandat. En face, la grande majorité de la classe politique, l'Église catholique et la société civile y sont opposés, s'appuyant paradoxalement sur la même Constitution, mais aussi sur les accords de paix d'Arusha qui avaient ouvert la voie à la fin de la guerre civile. Signés en 2000, les 10 accords énoncent clairement qu'aucun président burundais ne peut diriger le pays plus de 10 ans. Intéressons-nous maintenant au rapport annuel de Reporters sans frontières qui parle d'une régression brutale de la liberté de presse au cours de l'année 2014, une conséquence notamment de l'action de groupes tels que l'État islamique et Boko Haram. 2014 est l'année d'une régression brutale pour la liberté de l'information. Les 2/3 des 180 pays classés par RSF font moins bien que dans l'édition précédente. Reporters sans frontières a publié ce jeudi son classement mondial de la liberté de la presse 2014. Cette édition révèle l'impact négatif des conflits sur la liberté de l'information et ses acteurs. Le rang d'un certain nombre de pays est également affecté par une interprétation trop large et abusive du concept de la protection de la sécurité nationale aux dépens du droit d'informer et d'être informé. L'indice de la liberté de la presse est en dégradation de 8%. Sur 2 ans, c'est une dégradation de 10%, donc une aggravation de la situation de la liberté de la presse dans le monde. Et c'est lié à des facteurs très différents. L'utilisation de la sécurité nationale comme prétexte pour brider les journalistes et les blogueurs. L'utilisation des infractions d'offense au sentiment des religions, de diffamation des religions. Et puis de plus en plus lors des manifestations publiques, il y a eu beaucoup de manifestations publiques sur tous les continents. Les journalistes sont littéralement ciblés, visés. Pays jugé le plus dangereux du monde pour les journalistes par RSF, la Syrie qui stagne à la 177e place sur 180, juste derrière la Chine, 176e. De Boko Haram au groupe État islamique, en passant par les narcotrafiquants latinos ou encore la mafia sicilienne, les motivations varient, mais réduire au silence par la peur et les représailles demeure le dénominateur commun. Les États africains figurent toujours parmi les plus mal classés. Mais c'est aussi des groupes non étatiques, tels que des groupes politico-religieux extrêmement durs, comme État islamique, qui non seulement évacuent les journalistes des zones qu'ils contrôlent, mais utilisent leur matériel pour porter sa propagande, pour remplir ces trous noirs de l'information de sa propagande. Ce classement repose sur 7 indicateurs. Niveau des exactions, étendue du pluralisme, indépendance des médias, environnement et autocensure, cadre légal, transparence et infrastructure. Pour la 5e année consécutive, la Finlande conserve la première place du classement, suivie cette année par la Norvège et le Danemark qui se glisse dans le trio de tête. Une explosion sur une plateforme de Petrobras mercredi au large des côtes de l'État d'Espírito Santo dans le sud-est du Brésil a fait 3 morts, 6 disparus et 10 blessés. Un bilan confirmé par la compagnie pétrolière publique. Une explosion a eu lieu à bord de la plateforme maritime Cidade de São Mateus de Petrobras hier. Parmi les 114 employés à bord, 3 n'ont pas survécu à leurs blessures et sont morts sur place. 10 sont blessés et ont déjà été transportés en hélicoptère pour être soignés à Vitória, la capitale d'Espírito Santo, et 6 autres sont portés disparus. Petrobras a précisé louer le navire plateforme Mateus, propriété d'une entreprise norvégienne. Il fonctionne depuis juin 2009 dans les champs pétrolifères de Camarupim et Camarupim Nord sur le littoral de l'Espírito Santo, à quelques 120 km de la côte. Il faut dire que l'entreprise norvégienne propriétaire du navire prête assistance à ses employés et aux familles avec le soutien de Petrobras. L'incident a été maîtrisé et les opérations de la plateforme interrompues. Selon Petrobras, la production de l'unité était de près de 2,2 millions de mètres cubes par jour de gaz naturel. Petrobras a indiqué en outre avoir prévenu officiellement la marine et l'Agence nationale du pétrole, l'ANP, qui réglemente le secteur. Selon l'ANP et le syndicat des pétroliers, l'explosion s'est produite dans la salle des machines
de ce navire plateforme baptisé Cidade de Sao Mateus. Elle aurait été provoquée par une fuite de gaz. L'ANP précise qu'il n'y a pas eu de fuite de brut dans la mer et que la plateforme est stabilisée. Des enquêtes seront menées sur l'accident par 2 équipes de l'agence. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programme sur SICA.